Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On va commencer par revenir sur les grandes lignes du discours hier soir de François Hollande, le chef de l'État, qui a donc clairement fixé les étapes de son agenda de redressement. Oui, confirmant au passage les réformes annoncées et un calendrier. Le président s'est fixé 2 ans pour redresser les comptes publics et améliorer la situation économique, notamment celle du chômage, la courbe du chômage. Vous savez que le taux de chômage actuellement est supérieur à 10%. Eh bien, il se donne 1 an pour inverser la tendance. Il propose notamment une réforme du marché du travail avec d'un côté plus de sécurité pour les salariés, plus de souplesse pour les entreprises. Les partenaires sociaux ont jusqu'à la fin de l'année pour négocier sur ce thème. Le but étant de diminuer le coût du travail sans braquer ni les uns ni les autres. Voilà, et puis autre information à retenir, hier soir, une prévision de croissance pour 2013, donc revue à la baisse. On va écouter tout de suite le chef de l'État français. J'ai demandé au gouvernement d'établir le budget 2013 en fonction d'une prévision réaliste de croissance, qui sera donc inférieure à 1%, sans doute 0,8%. Alors, conséquence immédiate de cette révision à la baisse, 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires à trouver. Au total, ce sont 30 milliards d'euros d'économies nécessaires pour boucler ce budget 2013, avec 10 milliards de réduction des dépenses publiques, mais surtout des hausses d'impôts de 20 milliards qui s'ajoutent aux 6 milliards déjà votés dans le budget revu et corrigé de 2012, avec d'un côté un coup de rabot de 10 milliards sur les niches fiscales des grandes entreprises, de l'autre 10 milliards payés par les ménages les plus aisés, et la fameuse taxe à 75%, pour ne citer qu'elle, 75% sur les revenus supérieurs à 1 million, une promesse symbole de la campagne très difficile à appliquer, eh bien, sera bien mise en place pour 2 ans. Les revenus du capital ne seront pas concernés, c'est une précision importante, mais il n'y aura pas d'exception pour les artistes ni pour les sportifs. À ce sujet, François Hollande a réagi à Bernard Arnault, qui, vous le savez, a demandé la nationalité belge. Il a rappelé que tout le monde, en particulier les plus hauts revenus, devait participer à l'effort national. Le patron de LVMH, première fortune française, 4e mondiale, a réfuté hier l'idée d'un exil fiscal, mais le choix de l'industriel continue de semer le doute et d'alimenter la polémique. Tout ça nous conduit au marché, Karina. Ça donne quoi ce matin? Des marchés asiatiques tout juste à l'équilibre ce matin. Ce sont les craintes sur le ralentissement chinois qui dominent la séance au premier jour d'une semaine qui s'annonce à haut risque pour la zone euro après l'annonce jeudi dernier de rachat illimité de dettes par la BCE, saluée par les marchés. Les investisseurs suivront de près mardi la présentation par la Commission européenne de son projet d'union bancaire. Mais le rendez-vous de la semaine, ce sera mercredi avec la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur la légalité du futur pare-feu européen. Autre rendez-vous important de ce mercredi, les élections législatives aux Pays-Bas, des élections qui pourraient bloquer la résolution de crise, tant l'euroscepticisme fait son chemin, autant à droite qu'à gauche dans ce pays, l'un des derniers AAA de la zone. Et alors que la Banque centrale européenne s'apprête à voler au secours de l'Italie ou encore de l'Espagne, la Grèce fait de nouveau la une. Un nouveau bras de fer s'engage entre le gouvernement, entre Athènes et ses créanciers de la Troïka. Ces derniers émettent des doutes sur le nouveau programme de 11,5 milliards d'économies dont Athènes s'est engagée à mettre en place au cours des 2 prochaines années. Selon les experts européens, 2 milliards d'euros manqueraient à l'appel. Alors pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondante à Athènes, Alexia Kefalas. Alexia, cette fois-ci, qu'est-ce qui coince ? Eh bien, ce qui coince, c'est les mesures concrètes. La Troïka veut sabrer dans les dépenses publiques, mais le gouvernement grec, qui est un gouvernement de coalition, explique qu'il n'est pas possible de couper sévèrement, notamment de supprimer par exemple l'allocation qui est donnée aux handicapés, ou encore d'amputer à nouveau les retraites qui ont déjà été réduites de 20 fois depuis le début de la crise. C'est donc difficile, ça a forcément un coût politique et un coût social. Les manifestations, les grèves aussi reprennent dès aujourd'hui avec les enseignants, les médecins, les pharmaciens et même l'armée sera dans la rue pour défiler mercredi prochain. C'est dire qu'il y a un poids social important, le tout dans un contexte économique morose. Les chiffres le prouvent, un Grec sur 2 est au chômage, dont un jeune sur 2, et la récession continue de sévir pour sa 5e année consécutive, cette fois à 6,2%. Alors forcément, l'agenda économique et diplomatique est important pour le gouvernement de coalition qui doit, d'ici début octobre, finaliser les 11,5 milliards d'euros de mesures d'économie budgétaire.
Merci beaucoup Alexia, vous étiez en direct d'Athènes et alors que l'on parle souvent d'une possible sortie de la Grèce de la zone euro, pour un grand nom de la finance, c'est à l'Allemagne de partir, Karina. Oui, il s'agit de George Soros, vous savez, le financier de 82 ans qui avait fait fortune au début des années 90 en spéculant sur la livre sterling. Eh bien, il prédit une longue période de dépression même à la zone euro si des mesures fortes ne sont pas prises pour aider les pays du Sud. Principal responsable selon lui, l'Allemagne, qui doit s'engager plus ouvertement vers davantage de solidarité européenne ou bien sortir de la zone euro. Lui est l'un des symboles des dérives de la finance. Le trader d'UBS jugé pour une fraude ayant coûté à la banque près de 2 milliards d'euros. Eh bien, il est jugé à Londres à partir d'aujourd'hui. Un an après son arrestation, Kweku Adoboli est accusé d'abus de position et de fraude comptable. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Jérôme Kerviel et qui pose à nouveau la question du contrôle des risques au sein des géants bancaires. Les précisions de Sandrine Gomez. Il est surnommé le trader voyou par la presse britannique. Septembre 2011, sous les flashs des caméras, Kweku Adoboli est en état d'arrestation. Il aurait fait perdre près d'1,8 milliard d'euros à son employeur, la banque UBS. L'homme de 32 ans d'origine ghanéenne est poursuivi pour abus de position et fraude comptable. Entre 2008 et 2011, depuis la section spéciale Delta One d'UBS à Londres, il aurait pris des positions risquées pour le compte de la banque, près de 7,8 milliards d'euros en spéculant sur le cours du franc suisse. Au procès, le trader qui risque 10 ans de prison plaide non coupable, car pour lui, la banque était au courant. Au siège d'UBS, un seul mot d'ordre pendant la durée du procès. Évitez tout commentaire. Le message a été adressé par mail la semaine dernière par le nouveau directeur général aux 36 000 employés de la banque suisse. UBS pouvait-elle ignorer les positions de son trader? A-t-il agi seul? Des questions qui rappellent celles d'une autre affaire, celle du trader français Jérôme Kerviel. En 2008, il avait fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque. Une affaire de trader qui ternit encore un peu plus l'image des banques d'investissement et relance la question des contrôles au sein des géants bancaires. Et puis autre symbole des excès de la finance, AIG, eh bien, le Trésor américain poursuit sa sortie du capital de l'assureur. Oui, il a annoncé hier qu'il allait vendre pour 18 milliards de dollars de titres AIG. Celui-ci rachètera pour un maximum de 5 milliards. Le mois dernier, le Trésor avait déjà vendu pas loin de 6 milliards d'actions AIG, réduisant ainsi sa participation de 61 à 55% dans le groupe. L'État sort ainsi progressivement du capital de l'assureur nationalisé au plus fort de la crise en septembre 2008. Au total, les autorités américaines avaient injecté 180 milliards de dollars pour sauver l'assureur au bord de la faillite. Et puis dans le secteur de la mine, la fusion entre Glencore et Xstrata, de nouveau entravée par un actionnaire. Alors cette fois-ci, ce n'est pas le Qatar qui va imposer ces conditions, mais un autre actionnaire important d'Xstrata, le fonds Knight Vinc. Il a annoncé hier rejeter l'offre améliorée de Glencore sur le groupe minier, qui est censé à terme constituer le 4e groupe mondial. Vendredi, le géant du négoce Glencore avait pourtant revu son offre à la hausse à 37 milliards de dollars, insuffisant pour le fonds qui s'oppose aussi au fait que le patron de Glencore prenne les rênes du futur groupe. Glencore devrait réagir aujourd'hui en précisant les détails de sa nouvelle offre. Merci beaucoup Karina, c'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous sur France 24, un nouveau journal débute d'ici quelques minutes avec Hélène Rouault-Commande. À tout de suite.